Mesdames et messieurs, bonjour. François Lecomte, je suis médecin urgentiste, donc je travaille aux urgences de Cochin-Hôtel-Dieu et je suis un passionné de simulation, notamment haute fidélité. Et je vais vous faire, pendant ces 15 minutes, une introduction sur est-ce que la simulation est un simple outil ou une révolution. C'est la première fois qu'on parle de révolution en simulation. Généralement, on me demande de dire est-ce que c'est un simple outil ou un gadget. Donc là, on est au niveau supérieur et je suis assez content de l'évolution des mentalités. Je vais essayer de voir en fait si on parle de simulateur et comment le replacer par rapport à la simulation. On nous a demandé d'être explicite et de donner des définitions. Je vais ensuite aborder les contraintes et les avantages de la simulation haute fidélité et puis donner quelques petites ficelles pour mieux utiliser la simulation haute fidélité. Tout ça en 15 minutes. Donc je pense que si on est tous là, c'est pour améliorer le soin au patient. Ce patient-là qu'on voit multitechniqué, c'est vrai que c'est la résultante de pas mal de choses. Ça a commencé en tout cas par les livres et par les cours, et cette flèche, eh bien, on est là pour essayer d'améliorer la formation. Qu'est-ce que la simulation? Donc la simulation, on prend la définition, faire semblant, utiliser semblable, ressemblant, pareil, même, c'est utiliser en fait quelque chose qui ressemble quelque part. En tout cas, une meilleure définition serait pas la première fois sur le patient. Voilà, on a un tas de choses à disposition, des bras de perfusion, d'évacuation de pneumothorax, des bassins d'accouchement, on a tout ça vous connaissez parfaitement, mais on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'on fait un apprentissage sur le mannequin et en tout cas, on ne veut pas qu'il y ait de risque pour le patient et on remplace le patient par quelque chose qui est semblable. Il existe plusieurs outils de simulation, les simulations de basse fidélité, où on s'entraîne sur des gestes, sur des séquences, comme le bras de perfusion. On peut avoir 50 personnes qui attendent juste pour poser une perfusion. Il faudra uniquement tester le geste et on pourra apprendre par la suite la communication, par exemple, mais l'important initialement étant le geste et bien réussi, les notions d'asepsie, etc. On peut avoir recours à des acteurs pour des mises en situation, la gestion de crise, la simulation de médecine de catastrophe, l'annonce de mauvaises nouvelles, ça peut parfaitement être fait uniquement sans aucun simulateur, mais en utilisant la simulation par ordinateur pour l'apprentissage d'algorithmes ou l'apprentissage, par exemple, d'anesthésie loco-régionale en 3 dimensions, pourquoi pas. On peut simuler des tâches plus complexes pour l'endoscopie ou la coronarographie, on aura un petit exemple tout à l'heure de simulation composite. Et puis les simulateurs de haute fidélité, qui est le centre de ce topo, où on peut effectivement examiner un patient, on peut reprendre des gestes techniques qui ont été faits auparavant, intubation, pose de drain, qui pose pas mal de stress, pas mal d'obstacles, mais finalement, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les gestes non techniques. On a parlé du facteur humain, travail d'équipe, gestion de crise, etc. Voilà, le mannequin de haute fidélité qu'on replace dans tout un contexte. Et vous voyez que là, il y a quand même du monde. Alors qu'on attendait que l'étudiant fasse un geste sur un simulateur de basse fidélité, là, on est sur de la haute fidélité. Il y a toute une équipe à entraîner. Et effectivement, ça a été montré que quand on fait cet entraînement, eh bien, on n'est plus uniquement dans les compétences de geste, dans les compétences simples, les connaissances simples, mais on étudie les CRM, facteurs humains si vous voulez, qui sont les capacités de réaction rapide, d'anticipation, la gestion du stress, le travail d'équipe, la communication, être un bon chef, être un bon exécutant, appeler à l'aide, prioriser, mobiliser les ressources existantes, maîtriser l'environnement, savoir déléguer, savoir prendre du recul, savoir distribuer les rôles, savoir utiliser l'espace géographique comme il faut. Ça, c'est pour l'anesthésie. Il existe aussi des compétences en médecine d'urgence. Vous savez qu'en médecine d'urgence, on a un ensemble de patients au même endroit, au même moment. Donc effectivement, on renforce la priorisation, on renforce le triage, on renforce le management de plusieurs patients en même temps. C'est tout à fait possible. De toute façon, la simulation finalement de haute fidélité, c'est toujours un peu pareil. C'est un peu les 7 familles. On prend papa, on prend maman, plus ou moins enceinte, on prend bébé, pourquoi pas. Et puis, bien, on est à distance et puis on va pianoter et on va diriger notre mannequin de haute fidélité lors d'un scénario qu'on a construit. On peut lui faire gonfler la gorge, le faire désaturer, lui faire baisser la tension, etc. Les principes sont toujours pareils.
pareil, on réalise des cas cliniques, des scénarios. On adapte l'équipe à un environnement qui n'est pas toujours le même, SAMU, SMUR, et on voit que les réactions sont très différentes, alors que finalement les connaissances initiales étaient les mêmes. On adapte aux ressources humaines. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une infirmière en moins? Est-ce qu'aujourd'hui il y a trop de monde dans la salle de déchocage parce que c'est un arrêt cardiaque et que dans ce cas-là tout le monde vient? Est-ce que les patients sont comme d'habitude ou est-ce qu'ils sont plus difficiles que d'habitude? On a un scénario et finalement on va programmer l'ordinateur comme ça. D'autres constructeurs proposent éventuellement un scénario et on le croise avec des gens qui vont bien ou des gens qui vont moins bien, comme notre dernier sur la droite qui est le truck driver, un alcoolo-tabagique. Effectivement, lui, dès qu'il a la petite douleur thoracique, il a plutôt tendance à faire des fibrillations ventriculaires et on étudie un petit peu les résultats. Voilà, donc on met ce simulateur, c'est un lapsus mais que j'utilise souvent malgré moi, dans une salle et on le commande à distance. Voilà, Simum, qui est le dernier né que vous pouvez voir ici de chez Layardal, qui est une maman enceinte avec un simulateur de haute fidélité qu'on dirige à distance. Vous pouvez voir la maman ici qui est monitorée. Ici, vous avez le rythme cardiaque du bébé qui est à l'intérieur. Alors au début, le bébé est dans le ventre de la maman, évidemment, puis ensuite la maman va accoucher ou se faire accoucher. Soit la délivrance se passe bien, soit au contraire, on a une hémorragie de la délivrance avec une rétention placentaire, peut y avoir un utérus qui n'est pas contracté, une hémorragie, etc. Donc tout ça, quelque part, peut-être un peu gadget, mais ce qui est important, c'est de recontextualiser, c'est-à-dire que de pouvoir étudier tout le travail d'équipe qui est fait autour de cela. Voilà, on a la révision utérine qui est faite par le gynéco dans des circonstances qui sont quand même proche de la réalité. Et tout ça, on peut avoir à n'importe quel moment une dégradation de la parturiente avec, pourquoi pas, une éclampsie, une intubation difficile, un choc hémorragique. Et en fait, il suffit juste de cliquer. Et tout ça, c'est dans un scénario qui est programmé à l'avance. Le but étant que le bébé, l'accouchement se passe bien, le papa soit content, la maman soit contente, etc. Tout va bien. Un autre exemple de simulation, c'est les simulations composites qu'on a pu faire. On a couplé un simulateur de haute fidélité avec un simulateur de coronarographie. Et on étudie le chemin du patient. On est appelé en SAMU au domicile d'un patient. Chez un cardiologue, le SAMU arrive, interroge, stabilise le patient, passe un bilan. On étudie les bilans, ce qu'on étudie rarement dans les cours magistraux ou même dans les TP. Le SAMU dit, le médecin du SMUR dit, il faut transférer ce patient, faire une cinétique enzymatique, le transférer aux urgences. Qu'à cela ne tienne, le régulateur prévient les urgences sont prêtes, acceptent le patient. Alors on voit, on a un véritable brancardage de patients avec CO et CBA, on fait une transmission entre le SMUR, les urgences, et le patient est pris en charge. Là, vous verrez, je suis à distance ici en train de pianoter pour faire varier l'état clinique de mon patient, pendant que le team leader est en train de donner les ordres et de prioriser pour toute l'équipe. Voilà, d'un seul coup survient, pourquoi pas, une complication. Un choc électrique est nécessaire sur une fibrillation ventriculaire. S'ensuit une intubation. Le massage cardiaque, etc. On étudie tous les temps de réaction des patients, pourquoi pas. Une fois que le patient est stabilisé, il est décidé de le transmettre sur la table de coronarographie. Et donc on appelle nos collègues de coro qui vont accepter le patient. Et donc là, c'est une simulation composite. Il y a un simulateur de coronarographie. Et il y a un interne qui est en train de travailler, comme dans la vraie vie. Il y a un senior qui est à côté en train de senioriser et de dire quel geste, comment améliorer les choses, etc. On met en évidence l'occlusion, on monte la sonde, et ensuite on va dilater et mettre le petit stent, vérifier la désobstruction, tout va bien, l'infarctus est réglé, entre guillemets. Alors on débriefe la prise en charge, on voit tous les intervenants, le SMUR, les urgences, le cardiologue, on peut revisionner les vidéos sur les points qui nous intéressent, on peut renforcer les points positifs, on peut proposer des pistes d'amélioration, on peut insister sur les objectifs pédagogiques prédéfinis, etc. Et d'un seul coup, au débriefing, on se rend compte, on fait les transmissions, et puis, oui, alors j'ai fait ça, et donc j'ai donné des antiagrégants plaquettaires, oui, tu as donné quoi? Du Plavix? Tu as donné du Plavix? Non, j'ai dit à l'infirmière de le donner. L'infirmière
ah ben non, j'ai pas donné le Plavix. Effectivement, on voit sur la vidéo que le médecin a donné 5 ordres en même temps à l'infirmière qui était complètement surchargée. Tout a l'air super bien sur le papier, sauf qu'on a amputé le patient d'une bonne partie de son pronostic parce qu'on a oublié des antiagrégants. On revoit tout ce qui fait qu'il y a eu cette erreur. Sur le papier, le médecin connaît parfaitement sa procédure. En pratique, il l'a oublié parce qu'il a fait une communication qui pourrait être améliorable. Alors quand on regarde un petit peu la littérature, on voit qu'il y a des détracteurs de la simulation, notamment il y a beaucoup de gadgets, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître un peu inutiles, qui conduisent parfois à des pannes. D'accord. Ça coûte cher, ça c'est clair. Des endoscopes, ça coûte 50, 60 000 euros. Des mannequins multitâches, comme on les a vus, vont de une quinzaine de milliers d'euros pour les bébés, on va dire, jusqu'à 250 000 euros. Ça n'a quand même rien à voir avec le prix des simulateurs de mon collègue précédent, qu'on pourrait un jour peut-être faire décoller ces simulateurs. Mais bon, et c'est consommateur de ressources humaines, puisqu'on est à une personne, un formateur pour 5 à 7 personnes présentes en formation. Manque de réalisme, assurément. Coloration, c'est vrai que vous faites un choc anaphylactique, le patient est censé être tout rouge et là il est vraiment tout blanc tout le temps, c'est un peu difficile. La froideur cutanée, l'absence d'œdème, les différences de certains signes cliniques, notamment neurologiques, le non-respect du temps, de temps en temps on a tendance à contracter le temps, ce qui n'est pas automatiquement fantastique et parfois on fait des scénarios qui sont un peu réalistes et je pense que vraiment il faut, on ne profite pas du quart d'heure ou des 20 minutes ou de l'heure qu'on a sur le simulateur pour que le même patient fasse le choc anaphylactique, la crise d'asthme, et ensuite ait mal au ventre et fasse le syndrome coronarien aigu, je ne sais pas. Voilà, il faut quand même se cibler sur des scénarios qui soient réalistes. Sinon, eh bien, on a une espèce de frustration des étudiants. Ils ont peur et parfois ils ont un apprentissage négatif parce qu'ils ont vu un certain nombre de choses qui sont mal faites et ils ont appris des procédures parfois pas très bonnes. Alors le simulateur peut être vécu comme une sanction, je vais passer sur simulateur, je vais être sanctionné pour ce que j'ai fait, ça c'est un risque. Les avantages de la simulation, c'est toujours impressionnant. Donc, quand on voit une session de simulation, on a un grand positif pour la simulation. On arrive à contextualiser, à reproduire à l'infini des événements rares, à standardiser des apprentissages cliniques, même pour des 450 personnes, peuvent avoir la même session de simulation. Il n'y a pas de risque pour le patient, on aurait dû le mettre en premier. La simulation, quand on utilise, on améliore l'efficacité des gestes, on diminue les complications liées aux gestes. On peut évidemment développer des CRM ou le facteur humain, et ce qui n'est pas vraiment pour l'instant enseigné dans les universités, le faire transspécialité, transdisciplinaire, et on a aussi un outil d'évaluation qui est fantastique. Alors est-ce que cette évaluation, à chaque fois qu'on passe sur un simulateur, on doit avoir une note? La réponse est probablement non. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour sanctionner une fin de cursus? Peut-être. En tout cas, pour l'instant, en France, la simulation et dans le reste du monde est beaucoup développée pour des évaluations formatives, c'est-à-dire améliorer l'apprentissage des étudiants d'un point à un autre. Et l'outil de recherche, maintenant, c'est bien développé, comme on pouvait le voir dans l'ensemble de la littérature. Alors, est-ce qu'on veut un meilleur simulateur ou une meilleure pédagogie? N'oubliez pas que, de toute façon, et comme je pense n'importe quelle pédagogie, avant de commencer la simulation, vous devez définir les objectifs pédagogiques. C'est ça qui va conduire tout le processus de simulation. Ensuite, vous voyez les ressources humaines dont vous avez besoin, les ressources matérielles, vous voyez le temps, le lieu, etc. Et une fois qu'il y a la simulation qui est faite, on évolue vers un débriefing. Ce débriefing on doit boucler la boucle et valider que les objectifs pédagogiques qu'on a eus sont bien tous atteints. Alors, il faut savoir adapter le mode de simulation aux objectifs pédagogiques. À gauche, vous voyez sur un arrêt cardiaque l'ensemble de ce qu'on peut demander à un étudiant, jet d'intubation, pharmacologie pharmacocinétique de l'adrénaline, posologie, etc. Et là, on a un ensemble de moyens pédagogiques sur la droite. Il faut vraiment savoir définir. On ne va pas utiliser la simulation à toutes les sauces. Ce sera un risque. En fait, pour la posologie de l'adrénaline, c'est les livres ou les cours qui vont être sollicités. En aucun cas, ce sera un simulateur de haute fidélité. L'algorithme de l'arrêt cardiaque, pareil, les livres ou les cours, où on peut aussi faire des simulations sur ordinateur. Le geste d'intubation, ce sera des task trainers. Le travail d'équipe, ce sera privilégié par la simulation haute fidélité. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, vous pouvez le faire sur des acteurs, ou la simulation haute fidélité. Les perfusions, les bras de perfusion, pourquoi pas. Le stress, on peut reconstituer du stress sur de la simulation de bas de fidélité ou de haute fidélité. Et les craintes et croyances, qui est important, ce qui est ancré au sein de chacun. La simulation haute fidélité, je pense notamment, il y a aussi l'annonce des mauvaises nouvelles.
nouvelle qui est tout à fait faisable. Alors rapidement, quand on regarde les initiatives qui font que on a un objectif, on a un outil pédagogique qui est valable, toutes les thématiques qui sont utilisées dans les facultés pour l'enseignement, globalement, les programmes universitaires sont satisfaisants. On est bon sur la théorie, sur l'enseignement des skills, du comportement, mais on n'est pas très bon pour tout ce qui est organisation. Les facteurs humains, ça en est, et l'apprentissage des étudiants notamment. Et l'enseignement universitaire optimal devrait comporter un apprentissage expérientiel, c'est le cas de la simulation, des objectifs pédagogiques clairs, c'est le cas de la simulation, puisque la simulation est basée là-dessus. L'utilisation de plusieurs modalités pédagogiques au sein d'une même intervention pédagogique, on demande de revenir sur les conférences de consensus avec des PowerPoint notamment, à la fin des simulations. Du feedback pour l'étudiant, les pratiques réflexiques, c'est important, les relations entre pairs et collègues. Oui, je dépasse mon temps. Donc, on a un gros problème, en fait, qui est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le mannequin? Il faut savoir le sortir de la boîte. Il faut utiliser des formations de formateurs. On a la place de la simulation, la création de scénarios, les techniques de débriefing, tout ça, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Et donc, je vais être assez rapide. Malheureusement, il faut utiliser des débriefings. C'est nécessaire. Si on utilise la simulation sans faire du débriefing, il n'y a aucun intérêt, c'est non significatif, c'est le groupe contrôle en bas qui n'est pas bon. Il faut savoir mettre les étudiants dans une ambiance qui soit bonne. La simulation, c'est un endroit extrêmement stressant pour les étudiants. Regardez ici, ils sont stressés, ils sont certes activés, mais c'est déplaisant, la simulation, c'est un endroit déplaisant. Et il faut les mettre dans un endroit où ils sont stressés, mais ils sont activés et bien, et c'est le débriefing. Il faut savoir les mettre dans un environnement qui soit bien, où ils puissent exprimer leur frustration, le fait que le mannequin c'est finalement que du papier, que du plastique, etc., mais qu'ils ont exprimé leurs difficultés relationnelles, leurs sentiments d'échec. Ils puissent ensuite s'améliorer par une autocritique, par une critique par les pairs et éventuellement par une critique par le formateur qui est présent dans la salle de simulation. En plus de former des médecins, des infirmières, on forme aussi bien en France qu'à l'étranger, et ça c'est très important. La simulation c'est transculturel, et là on a monté un centre de simulation en Chine, et c'est pareil, il y a un impact pédagogique qui est vraiment majeur quand on est autour des étudiants. On forme des formateurs. En conclusion, la simulation, oui, c'est un outil pédagogique, simple outil pédagogique, il faut le remettre à sa place, il faut savoir quand on doit utiliser la simulation et ne pas l'utiliser à toutes les sauces, sinon ça va vraiment être galvaudé. C'est à utiliser en fonction d'objectifs pédagogiques, c'est un outil pédagogique qui est puissant, qui est multifacette et